Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Pour cette première émission de l'année 2024, nous posons nos caméras non loin de Bruyères pour découvrir un village où un certain Charlemagne était venu chasser autrefois. Cette commune compte aujourd'hui près de 500 Ducé-Campiens, dont Maya Mentrel que nous partons rencontrer. La jeune designer travaille de ses mains et valorise notamment les chutes textiles d'entreprises locales labellisées Entreprises du patrimoine vivant. Elle a développé un savoir-faire unique que nous partirons découvrir en fin d'émission. Mais avant, nous parlerons entreprise familiale, bois, scierie et investissement avec Jérôme Gueff, co-dirigeant de la scierie, raboterie du même nom. Et pour débuter, nous sommes avec vous, Jean-Louis Mentrel. Vous êtes le maire de la commune depuis 2014. Ouais, c'est bien ça. Alors avant toute chose, expliquez-nous, nous sommes des instruments de musique derrière nous. Nous sommes dans une salle, puisque la météo ne nous permet pas d'être en extérieur aujourd'hui. À quoi sert cette salle ? Alors c'est une salle qui sert aussi pour l'accueil de l'école des arts vivants, de l'école, de la communauté de communes. En ce début d'année, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au village de Champ-le-Duc ? On peut souhaiter plein de bonnes choses, en dynamisme, des moments de rencontre, de fêtes. La convivialité, avant tout. C'est ce qui prime. Le village de Champ-le-Duc, c'est un village que vous décririez comment ? Un village dynamique, un village à proximité du centre-bourg Bruyères, mais un village dynamique avec beaucoup de personnes qui s'impliquent dans les associations. Aujourd'hui, la majorité des personnes travaillent où ? Beaucoup travaillent sur Épinal et dans des entreprises locales aussi. On va parler d'entreprises locales justement, je parlais de la scierie Gueff qu'on ira voir tout à l'heure, qui est quand même un gros morceau de l'activité économique du secteur. Mais ce n'est pas la seule chose, il y a une activité, une vie économique encore ici. Il y a une grosse activité économique. On a la chance d'avoir une zone artisanale et économique sur le secteur, donc avec un gros développement actuel de l'entreprise Gueff, mais ce n'est pas la seule entreprise sur cette zone. Il y a d'autres corps de métier. Et dans le village, il y a aussi des artisans, on a parlé de l'artisanat d'art, et aussi des transporteurs de bois. Et du côté de l'activité associative, alors, là aussi, c'est dynamique ? Il y a aussi un gros dynamisme au niveau des associations. Il y a une association qui s'occupe des manifestations autour de l'église romane, une église romane du XIIe siècle. Alors il y a aussi une autre association, une association très ancienne, la Charlemagne, qui permet de faire du lien social. C'est une association assez importante avec beaucoup de membres, donc qui organise des sorties, des voyages, des repas. Et cette association-là, pendant les dernières années, en fait, a organisé des marches populaires pour pouvoir récupérer de l'argent et financer la formation d'un chien pour une personne malvoyante. Donc le chien a été remis l'année dernière à une personne, c'était un bon moment. Vous êtes maire donc depuis 2014, je le disais tout à l'heure. Comment a évolué cette fonction ? Comment a évolué le village depuis ? Le village évolue, on est en train de le transformer tout doucement. On a transformé beaucoup le centre du village en mettant en place des endroits de convivialité, tout près de la mairie et tout près de l'école, avec un espace plutôt pour les enfants, un city-stade et un terrain de boules, de façon à ce que les gens puissent se regrouper là, sur place. Ensuite, on va modifier les rues, donc essayer de mettre en forme le village, lui redonner un bel aspect. Vous parliez d'école, là, oui, on a parlé d'école. Justement, il y a encore une école, ça aussi, c'est un atout pour vous c'est pratiquement une des choses les plus importantes du village, en fait, l'école. Donc quand je suis arrivé, elle était en RPI déjà, l'école, avec 2 villages, Fiménil et Beauménil. Et depuis, on a intégré dans le RPI le village voisin, Laval, qui permet en fait sur deux sites d'avoir 5 classes, une structure plutôt stable pour l'éducation nationale. On peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Champ-le-Duc ? Ça va, ça va, mais ça a l'air en tout cas. Oui, ça va. Et on va terminer sur un projet aussi qui vous tient à cœur. Alors actuellement, on a un projet un petit peu intéressant sur le patrimoine industriel passé. En fait, il y a une forge tout près de la mairie qui est en train d'être reprise. On est en train de constituer un groupe pour dynamiser cette forge. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre accueil. Nous parlions économie, justement, nous partons maintenant découvrir la scierie Gueff.
Il faut remonter aux années 60-65 précisément pour évoquer les débuts de l'entreprise Gueff du côté de Jussarru. Depuis, la scierie familiale a bien évolué avec des années plus tard l'installation d'une raboterie ici à Champ-le-Duc. Et depuis quelques mois, nouvelle étape dans le développement économique, un investissement colossal pour rapatrier la scierie dans le village. Arnaud, merci de nous accueillir à la scierie Raboterie Gueff ici à Champ-le-Duc. Alors vous êtes la 3e génération dans la famille Gueff à reprendre le flambeau de cette scierie précisément, qui a été créée donc en 65. C'est bien ça, expliquez-nous un petit peu l'histoire. Ouais, effectivement, ça a été créé en 65 par mes grands-parents. Donc l'entreprise a démarré à Jussarru. Donc on avait 3 salariés, aujourd'hui on est 70 salariés et on va transformer 220 000 m3 de sciage. Il y a eu un développement économique très important, un chiffre d'affaires en 2022 de 34 millions d'euros. Ça pèse dans le monde du bois dans les Vosges, parmi les plus grandes scieries du département, clairement on peut le dire. Oui, je pense qu'on est un des acteurs importants dans la filière bois. En tout cas dans l'est de la France, avec une activité première transformation, donc on sciage du bois, activité séchage où on a la capacité de sécher la totalité de notre production. On a ensuite la partie deuxième transformation où là on amène de la valeur ajoutée sur le produit en faisant du bardage, du lambris et des lames de terrasse, de l'ossature bois pour la construction bois. La dernière activité ça va être la partie énergie où on a une cogénération qui va être en route cette année, pour produire la chaleur et l'électricité pour le site. Donc avec la chaudière biomasse qui a été installée, l'idée voilà, c'était vraiment de réduire son empreinte carbone clairement aussi. Hein. Valoriser aussi tous les déchets, parce que dans du bois, on a les connexes, et les connexes aujourd'hui ils servent à faire de l'énergie, et rien n'est perdu et tout reste sur site. Voilà. Parler des investissements et puis de l'agrandissement petit à petit au fil des années de la scierie familiale. Dernier investissement en date, 50 millions d'euros, c'est pas rien. C'est pour tout rassembler ici à Champ-le-Duc. Quel était l'objectif? Pourquoi vouloir tout rassembler? Travailler sur multi-sites, déjà c'est compliqué. Et puis le but aussi c'est de valoriser beaucoup plus de produits issus de nos forêts, de nos massifs forestiers, donc on va dire sur le Grand Est, et de diminuer l'importation de bois. Qu'on apportait beaucoup de bois de Finlande, de Suède, de Sibérie avant la guerre, pour la partie deuxième transformation. Donc c'est transformer plus de produits issus de nos forêts, la mettre à la raboterie et livrer chez nos clients. C'est possible aujourd'hui de ne plus avoir recours à l'importation de bois quand on voit les tonnages que vous faites? Non, on en aura toujours parce qu'en fait on ne pourra pas tout faire non plus avec notre scierie. Et donc on aura toujours un petit peu une part d'importation de bois. Voilà. Ou même sur des essences qu'on ne trouve pas forcément ici dans le massif forestier. Dans le massif, bien sûr. L'objectif, c'est quand même de minimiser en tout cas l'importation. Qui sont vos clients aujourd'hui? Avec qui vous travaillez? Nous, nos clients, c'est la grande distribution. On a des négociants bois ou négociants généralistes, industriels bois, emballeurs, caissiers. Tout reste en France? Tout repart? Comment ça se passe? Aujourd'hui, notre grosse activité, c'est sûr que c'est en France. On a aussi une activité un petit peu sur l'Espagne, le Portugal. Aujourd'hui, l'axe de développement, c'est bien sûr prendre encore des parts de marché sur le territoire français parce qu'il est grand et il y a de quoi faire. Demande, bien sûr. Et aussi partir un petit peu sur l'export. Avec cet investissement, il y a eu aussi des partenariats qui ont été créés, noués. On pense à Norske Skog notamment. Ils ont passé du papier au carton, donc ils avaient un certain volume de bois qu'ils utilisaient à remettre sur le marché, à retrouver des projets. Et donc en fait on s'est liés ensemble pour qu'ils nous approvisionnent en grosse partie en matières premières, donc en bois issu de la forêt. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une structure qui est en place, des partenariats aussi qui sont en place avec la forêt. Et c'est gagnant-gagnant parce que du coup, toute la filière reste en place. Si on devait résumer aujourd'hui, quelles sont les ambitions de l'entreprise? On est encore début 2024, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On peut nous souhaiter beaucoup de travail, c'est sûr, parce que nous, c'est un gros virage pour la société, cet investissement-là. Donc il faut trouver de l'activité. On espère que la construction au bois va remonter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Et puis voilà, et puis qu'on ait une belle réussite dans notre projet. Vous l'avez senti, la construction en bois, clairement les répercussions ont été... Oui, on a ressenti à partir de octobre l'année dernière, 2023, qu'il y a eu un ralentissement sur la construction en bois au niveau des accords de prêt. Et donc c'est sûr que chez nos clients, ça se ressent. Et le temps que ça se remette en route, c'est vrai qu'il se passe quelques mois, tout à fait.
Merci Arnaud pour votre accueil ici à la Scierie Guef. Merci. Nous continuons notre découverte du village de Champ-le-Duc et nous partons à la rencontre de Maya Mentrel. Designer de formation, Maya a développé un savoir-faire dans lequel elle allie la finesse d'exécution et la réutilisation de matières, une démarche de recyclage en lien avec des entreprises vosgiennes labellisées. Maya, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors, travailler le textile, est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous ou est-ce que c'est venu petit à petit ? Alors non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup chercher toutes sortes de matières. J'ai beaucoup chiné pendant mes études et le textile, c'est venu avec mon premier travail à Paris. C'est à ce moment-là que vous prenez conscience peut-être aussi de la réutilisation ou pas encore ? Non, pas encore. Là, je prends conscience qu'on peut travailler avec ses mains et faire des nouvelles inventions techniques. Et après, comment vient cette idée de réutiliser du textile qui est destiné à être jeté finalement ? En voulant me réinstaller dans les Vosges, à mon compte du coup, je savais que les Vosges, c'est un berceau du textile et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui tissent encore à Gérardmer. Donc c'est comme ça que l'idée vous est venue. Vous avez tout de suite été bien accueillis dans les entreprises. Donc, des entreprises, je le disais tout à l'heure, labellisées entreprises du patrimoine vivant. C'était important pour vous aussi ce label, c'est un gage de qualité quelque part. Oui, alors ça c'est aussi un label que j'ai découvert à Paris. Et donc c'est un label qui peut être décerné sur tout le territoire et qui permet aux entreprises qui font surtout du luxe et qui ont un savoir-faire bien particulier français, qui peuvent y prétendre. Et je savais qu'en me tournant vers ces entreprises, il y aurait de la qualité au niveau des matières. Quelle a été la réaction peut-être quand vous êtes venu chercher finalement du fil majoritairement destiné à être jeté ? J'ai démarché sans rencontrer d'abord et avec juste une idée d'un projet. Donc Garnier-Thiebaut, ils n'ont pas du tout été frileux, donc très bien accueillis. Tout de suite, on a fait le tour des locaux et puis on a pu voir ensemble ce qu'il y avait possibilité de travailler. C'est un échange gagnant-gagnant en quelque sorte ? Oui, complètement, parce que c'est une matière qui va être détruite malheureusement. Mais bon, voilà, c'est comme ça pour toutes les entreprises. Et donc moi, je la récupère et puis donc eux sont contents aussi de voir qu'elle est réemployée autrement. Donc avec, vous fabriquez des tableaux, on en voit juste devant nous, des bijoux. Comment ça a commencé, les tableaux, les bijoux ? Expliquez-nous un petit peu quelles ont été les premières idées. Alors, c'était un très long processus de recherche. Je suis partie d'abord de la lisière, pas de la bobine. Donc, c'est une autre matière qui vient de chez Garnier-Thiebaut. Et donc, je faisais des pompons. Et donc, j'ai fait les pompons. Et puis, j'avais des chutes de fil. Et je me suis rendu compte que ça pouvait se compresser. C'est comme ça que j'en suis arrivée au tableau. Enfin, il y a eu tout. Beaucoup d'étapes, beaucoup de recherches, j'imagine. Voilà. C'est très raccourci en expliquant, mais j'imagine que ça a pris beaucoup d'heures de recherche. Donc, on ne va pas rentrer dans la technique qui vous est propre. C'est un savoir-faire que vous avez développé, que vous avez créé, qui est unique aujourd'hui. Combien d'heures vous mettez pour réaliser alors typiquement les tableaux qui sont à côté de nous ? Alors là, on est à peu près sur du 50 heures de travail. Parce que du coup, il faut savoir aussi que tout est fait de A à Z, même le travail du cadre. Enfin, tout est local aussi au niveau des matières. Le verre, c'est dans une miroiterie vosgienne. Enfin, le bois, c'est découpé aux îlots Lab à Épinal. Enfin, j'essaye de rester connectée au territoire aussi. Donc on parlait de Garnier-Thiebaut, mais c'est pas la seule entreprise. Il y en a d'autres, pas forcément dans les Vosges, mais dans le Grand Est en tout cas. Oui, il y a d'autres entreprises chez qui je peux récupérer des matières, du cuir chez Sauveau-Grosjean au Tillot, et puis bon, d'autres matières encore qui sont en suspens. Puis les émaux de Longwy dans le Grand Est, donc plutôt dans le Nord. C'est ça. Et donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore développé, en cours de réflexion peut-être, en cours d'études ? Alors c'est ça, au tout début, je m'étais lancée un peu dans toutes les matières en même temps et je me suis rendu compte que pour vraiment perfectionner quelque chose, il faut se focaliser sur une seule matière. Donc pour l'instant, c'est le fil, mais ce sera autre chose plus tard. Il faut aussi que je m'équipe en outils, des choses comme ça, un peu plus complexes. Alors pour revenir à ces tableaux par exemple, il y a forcément une place à l'improvisation, c'est en fonction du fil que vous avez au moment-là. Comment ça se passe quand on réalise ce tableau ? Oui, donc en effet, je dépends des coloris que je vais avoir, que je vais glaner, j'appelle ça aussi du glanage. Donc je vais partir d'un nuancier que je vais me faire et puis ça va m'évoquer un effet de matière que je vais essayer de recréer comme de la peinture finalement. Donc en coupant mes petits bouts de fil, ça fait des pigments de couleur et je les compresse. Et on se laisse aller ensuite. Ouais. C'est ça. Alors ça fait maintenant 4 ans que Tilco a été créé. Au départ, c'était dans votre salon. Maintenant, vous avez un atelier. L'évolution, pour vous, elle répond à vos attentes ? Oui, complètement. Je vois qu'il y a quand même une évolution. Les gens sont intéressés par l'artisanat d'art et il y a possibilité de progresser encore pendant les prochaines années. Comment vous voyez Tilco dans 5 ans, dans 10 ans ? Est-ce que je serai encore sur le fil ? Je ne sais pas. Ce sera peut-être une autre matière, sûrement d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut vivre de l'artisanat ? Oui, on peut.
Avec beaucoup de volonté, de motivation peut-être aussi? Il faut être très motivé, il ne faut pas hésiter à sortir, aller au contact avec les gens. Donc moi j'étais très timide, donc au début c'était pas évident, mais maintenant je suis très heureuse d'aller au contact parce qu'on passe des mois à travailler à l'atelier, donc sortir ça permet aussi de confronter son travail, de voir comment les gens réagissent. Et avant d'oublier, des ateliers que vous proposez, que vous allez reproposer, peut-être aussi pour rencontrer le public d'une manière différente? Il y a un engouement pour maintenant vraiment le fait main et les gens ont envie aussi de se projeter, comprendre comment les choses sont faites et ils ont besoin de se plonger dans la matière. Donc moi je propose déjà, mais je vais essayer d'être plus régulière dans la proposition d'ateliers où les personnes créent un tableau. Je simplifie la technique, mais les gens sont très contents de comprendre un peu, puis de repartir avec leur création. Ouais. Écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Maya pour votre accueil. C'est déjà la fin de notre émission et j'en profite en ce début d'année 2024 pour vous adresser mes meilleurs vœux et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Wesh Télé. Je me rendais compte parce qu'on n'est pas du tout face cam quoi. C'était Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.